En ces temps de semi-confinement morose et de crise sanitaire qui n'en finit pas, la santé mentale des gens n'est pas au top. Se retrouver seul chez soi, dans un contexte anxiogène, c'est la situation idéale pour se faire bisuter par ses pensées négatives et ses angoisses existentielles. Heureusement, il existe des techniques très efficaces pour s'en libérer et se sentir mieux. Là, je vais pas vous parler du dernier gourou New Age à la mode, maître de l'école de psychothérapie dont l'efficacité est la mieux documentée à ce jour, les thérapies cognitives. J'avais déjà parlé du livre Feeling Good de David Burns, qui est l'une des références sur le sujet. Eh bien, un nouveau livre du même auteur est sorti l'année dernière, Feeling Great, qui est une sorte de version augmentée 40 ans plus tard, avec notamment un ajout très important dont on va parler ici. Alors bien sûr, si vous allez très mal, allez voir un psy. Mais d'après David Burns, qui est psychiatre, un grand nombre de techniques peuvent être utilisées chez soi et peuvent déjà résoudre pas mal de problèmes. Alors pour rappel, l'idée de base, c'est que toute émotion négative découle de pensées négatives. Il faut donc identifier ces pensées négatives afin de pouvoir s'en occuper une par une. Exemple de pensée négative, je n'arrive pas à finir mon devoir de maths, je suis vraiment nul. Ou bien, mon chien s'est cassé une patte parce que je ne l'ai pas assez bien surveillé, c'est de ma faute, je suis irresponsable. Culpabilité. Ou encore, un collègue de boulot m'a parlé de manière très sèche et cassante aujourd'hui. Pour qui il se prend ce connard ? Colère. Il est conseillé de les noter quelque part, dans un cahier ou dans un fichier texte, afin de pouvoir s'en occuper plus tard. Alors, pendant toute une partie de sa carrière, David Burns appliquait directement un certain nombre de méthodes pour déconstruire ses pensées négatives. Ce qui marche très bien pour pas mal de gens, mais pas pour tout le monde. Il y a environ un tiers des patients qui font ce qu'on appelle de la résistance thérapeutique. Pour le dire simplement, ils s'accrochent à leurs pensées négatives sans s'en rendre compte, comme on s'accrocherait à un vieil ours en peluche recouvert de clous rouillés. Mais pourquoi donc ? Eh bien, et là, ça peut sembler assez contre-intuitif, parce que, au fond, ils trouvent des aspects positifs à leurs pensées négatives. Pour bien comprendre, il faut s'arrêter quelques minutes et se poser les deux questions suivantes. Quel avantage est-ce que je trouve à cette pensée négative ? Et est-ce que cette pensée négative ne dit pas quelque chose de positif sur moi et sur mes valeurs ? Par exemple, si je me dis que je suis nul parce que je n'arrive pas à finir mon devoir de maths, peut-être que cela va me motiver à travailler plus dur pour améliorer mes résultats en maths. Ou inversement, cela peut être une excuse pour arrêter de travailler. Parce que si c'est ma nature d'être nul en maths, c'est comme ça, on peut rien y faire. Si je me dis que c'est de ma faute si mon chien s'est cassé la patte, cela va peut-être m'inciter à faire davantage attention à l'avenir. Et par ailleurs, cela indique que je me soucie de mon chien. Si je suis énervé envers mon collègue de boulot qui m'a mal parlé, cela montre que c'est dans mes principes de ne pas accepter ce genre d'attitude, etc. Et oui, tout cela peut sembler très basique, voire très con. Mais la psychologie humaine est faite essentiellement de trucs cons. Bon, là, j'ai juste donné quelques exemples. Mais il faut vraiment essayer de mettre toutes ces raisons par écrit afin de les reconnaître et de les accepter. Sinon, elles vont continuer de flotter à l'état inconscient dans notre cerveau et créer de la résistance. Une fois que vous avez terminé cette étape, imaginez à présent que vous avez un curseur magique qui vous permet de moduler l'intensité de vos émotions négatives de 0 à 100. Et posez-vous la question, de 0 à 100, quelle est l'intensité actuelle de cette émotion ? Et à quelle intensité est-ce que je voudrais qu'elle soit, idéalement ? Vous pouvez très bien répondre 0 si c'est ce que vous souhaitez vraiment. Mais, de façon intéressante, un certain nombre de patients de David Burns souhaitent réduire cette intensité à 10 ou 20, par exemple, afin de préserver certains aspects positifs de cette pensée négative. Mais cela n'a rien d'obligatoire, c'est vraiment comme vous le sentez. Le but, ici, c'est de ne pas essayer de forcer le changement, ce qui est contre-productif. Un peu comme essayer de se forcer à s'endormir. On essaye plutôt de faire un deal avec notre subconscient en déterminant si on veut vraiment réduire une émotion négative, et si oui, à quel point. Le but de cette première phase est de dissoudre progressivement la résistance thérapeutique en écoutant la voix de cette résistance. Et parfois, le simple fait d'écouter cette voix suffit à la faire disparaître. Et la phase suivante, donc, ce sont les méthodes classiques de thérapie cognitive. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais juste rappeler celle que David Burns considère comme la plus puissante de toutes, l'externalisation des voix. Cela consiste à écrire, oui, il faut écrire, ce n'est pas une option, donc à écrire un dialogue imaginaire avec une personnification de notre pensée négative, qu'on peut se représenter comme un petit diablotin ricanant, par exemple. Le diablotin commence par énoncer la pensée négative. « Tu n'arrives pas à finir ton devoir de maths, tu es vraiment nul !» Là, je vais répondre en reconnaissant la part de vérité, puis en rectifiant les exagérations. Par exemple, oui, c'est vrai, j'ai du mal à finir ce devoir de maths. Mais c'est normal de rencontrer des difficultés à certains moments. Cela ne rend pas quelqu'un nul de A à Z. Je vais essayer pendant encore une demi-heure, après quoi j'irai me changer les idées. On peut continuer le dialogue jusqu'à ce que le diablotin n'ait plus rien à dire et que l'émotion négative ait atteint le niveau d'intensité désiré. Bref, on peut voir les pensées négatives comme de petits démons muets qui essayent de nous dire des trucs en faisant de grands gestes. Si on les ignore, ou qu'on les rejette trop brutalement, ils risquent de revenir en mordant encore plus fort. Mais, si on accepte ces pensées, en reconnaissant leur part positive, puis en les confrontant calmement, alors elles peuvent se transformer en petits hamsters inoffensifs.
Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre Feeling Great ou écouter les podcasts de David Burns sur le sujet, voir lien dans la description. Bon, par contre, c'est en anglais. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.